Incendie criminel dans une tour HLM à La Haye-les-Roses. Terrible bilan, 15 morts, une dizaine de blessés graves. 3 adolescentes sont en garde à vue. Elles auraient mis le feu au rez-de-chaussée. La fumée et la panique auraient fait le reste. Aux États-Unis, de très nombreux renforts militaires font route vers la Louisiane et le Mississippi. 50 000 soldats déployés dans les zones dévastées. Selon les autorités, le pays doit se préparer au pire quand l'eau se retirera. George Bush demande une aide d'urgence à l'Union européenne. Le patient Jacques Chirac, hospitalisé au Val-de-Grâce, se porte bien. Il a reçu la visite de son épouse ce matin. Son état est très satisfaisant, disent ses médecins. Il restera sous surveillance médicale encore quelques jours, mais il est debout, nous dit le Premier ministre. Environnement avec ce congrès international de la dernière chance pour sauver les grands singes, des animaux en voie d'extinction imminente, un projet de l'ONU pour sauvegarder cette espèce qui nous ressemble tant. Et puis du cinéma avec la Mostra de Venise, un événement très attendu. Hier soir, la projection hors compétition de Casanova, une réalisation hollywoodienne tournée entièrement dans la Cité des Doges. Un Casanova qui s'amuse de son image, loin de la réalité historique. Madame, Monsieur, bonsoir. Terrible loi des séries. Un nouvel incendie en pleine nuit, cette fois-ci dans le Val-de-Marne, dans une tour de La Haye-les-Roses, une tour de 18 étages, envahie progressivement par les fumées. Le feu a pris au rez-de-chaussée, un incendie très probablement volontaire. 3 jeunes filles sont en garde à vue. Quant au bilan toujours provisoire, hélas, il fait état de 15 morts et d'une dizaine de blessés graves. La panique explique en partie la lourdeur du bilan. Benoît Bringer, Arnaud Wurst. Les flammes ont tout ravagé. Dans le hall de l'immeuble, il ne reste plus rien. C'est ici que le feu a pris, il était environ 1 h du matin. En quelques instants, une épaisse fumée noire envahit les escaliers. Une fumée toxique qui remonte jusqu'au 18e étage, surprenant les habitants dans leur sommeil. Et j'ai voyé le feu qui monte vraiment très rapide. Et là-haut, j'ai entendu les gens qui criaient au secours. Donc je me suis dit, ça vient des deux côtés, en haut et en bas. Donc il faut que j'essaye de faire quelque chose. Il y a un échafaudage et les gens, parce qu'il y a les cordes. Et les gens, ils glissaient par les cordes pour descendre sur l'échafaudage et puis sauter. Il y en a qui voulaient sauter. Il y avait les policiers qui étaient là qui criaient, sautez pas, sautez pas. Rapidement, les pompiers interviennent, près de 200 hommes. Ils maîtrisent facilement le feu, puis gravissent les escaliers et découvrent un corps sans vie. Puis un autre, il y en a à tous les étages. Au moins 15 morts, dont 3 enfants, tous ont été intoxiqués par la fumée. Les gens ont ouvert les portes de leurs appartements et les portes des sas qui se situaient dans les étages et ont facilité la propagation des fumées jusqu'au sommet de l'immeuble. Il y a un pote à nous qui est mort en essayant de sauver sa famille. En essayant de sauver sa famille, c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé? Il a essayé de sauver sa famille, il faisait des allers-retours, en même temps lui il est mort. Et soudain, une éclaircie au milieu de ce sombre tableau. Une femme tout juste évacuée donne le jour à son enfant dans une ambulance. Ils sont sains et saufs et se portent bien. Dans la matinée, l'immeuble où vivent plus de 300 personnes a été entièrement évacué. Des membres de la Croix-Rouge ont accueilli les habitants dans un gymnase voisin. Ce soir, ceux qui n'ont pu être logés dans leur famille sont conduits dans des hôtels et des centres d'hébergement où ils pourront passer les prochains jours. Dès les premières heures et les premiers témoignages, la piste de l'incendie criminel ne fait pas grand doute. Depuis ce matin, 3 adolescentes, dont une mineure, sont en garde à vue. 2 d'entre elles habitaient l'immeuble. La brigade criminelle a été chargée de l'affaire. Sophie Rodier et Carole Gréco. Quelques heures après les faits, 3 jeunes filles sont interpellées tout près des lieux du drame. Entendues par les enquêteurs en tant que témoins, elles ont été placées en garde à vue et conduites dans les locaux de la brigade criminelle. Pour l'instant, il n'est pas établi qu'elles aient déclenché le sinistre, mais ce sont des témoignages qui ont mené les policiers à les entendre. Jean habite au rez-de-chaussée de l'immeuble. La nuit dernière, quand l'incendie s'est déclenché, il ne dormait pas. Il était à peu près 1 h 10. J'ai fait ma ronde pour vérifier mes portes et fenêtres. Et c'est là où j'ai entendu des jeunes qui bavardaient dans le hall. Mais on a entendu des gens dire non, 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 ne faites pas ça, non, 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 ne faites pas ça. Quand je suis sorti de ma fenêtre, c'est une fille que j'ai trouvée à l'extérieur. La seule personne qui était à l'extérieur, c'était une fille. Il y a actuellement des personnes qui semblent être des témoins et qui sont entendus par la police et qui accréditent la thèse de l'incendie criminel. Parmi les jeunes filles placées en garde à vue, une est mineure. 2 d'entre elles habitent la tour. L'incendie a pris dans le hall de l'immeuble, près des boîtes aux lettres, et selon les habitants, ce n'est pas la première fois qu'un départ de feu est constaté. Samedi matin, en allant prendre mon travail,
il y avait déjà des traces d'incendie dans l'ascenseur. Donc, Ils avaient déjà essayé, quoi. Ils aiment bien ici mettre un peu de feu, enfin bon. Sur les lieux de l'incendie, l'enquête continue. La police scientifique effectue des prélèvements pour déceler d'éventuelles traces d'hydrocarbures. Ce soir, un bus a acheminé les familles sans nouvelles de leurs proches jusqu'aux locaux de la brigade criminelle. Elles vont tenter d'identifier sur photographie les victimes de l'incendie. Les pompiers l'ont dit, la panique est à l'origine du très lourd bilan de l'incendie de la Tour et ce nouveau drame nous amène à rappeler ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire en cas d'incendie, les gestes qui sauvent. Loïc de la Mornay, Rémi Poissonnier. Ils ont eu la vie sauve. Pourquoi? Parce qu'au moment de l'incendie, ils n'ont pas tenté de sortir de chez eux. Ceux qui sont restés dans leur appartement ont été protégés. Mais ceux qui ont ouvert leurs portes et se sont enfuis sont allés à la rencontre des fumées toxiques. Et même sans flamme, dans une cage d'escalier enfumée, une personne normale suffoque et s'écroule avant d'arriver à la sortie. Nous avons demandé à un pompier les gestes qui sauvent chez soi. Forcément, on ouvre la porte et on regarde. On voit de la fumée arriver, on referme tout de suite la porte, bien hermétiquement. On prend quelque chose, un chiffon, une serpillière, une serviette mouillée, et on l'installe en bas de la porte pour éviter que les fumées s'engouffrent à l'intérieur de l'appartement. Et on se dirige vers les fenêtres pour attendre les sapeurs-pompiers, tout simplement. Une porte d'entrée tient 2 à 3 heures face aux flammes, largement le temps de voir arriver les pompiers. Mais la panique pousse souvent les résidents à la faute. Ma réaction, moi, ce serait de me sauver, d'ouvrir ma porte et de me sauver. Même s'il y a les fumées? Oh, même s'il y a la fumée, oui. C'est là où il y a la difficulté, c'est que c'est pas le feu qui tue, ce sont les fumées. Et lorsqu'on ne peut pas respirer de l'oxygène pour pouvoir partir, eh ben on s'asphyxie et c'est comme ça qu'on a retrouvé des morts à l'intérieur de cette cage d'escalier hier soir. Et à l'inverse, que faire lorsque le feu se déclare à l'intérieur de son appartement? Fuir bien sûr, mais afin de contenir l'incendie, surtout ne pas oublier de fermer sa porte. Près d'une semaine après le passage dévastateur de Katrina, l'armée se déploie en force dans le sud des États-Unis. Des milliers de militaires et de gardes nationaux sont sur place en Louisiane et dans le Mississippi et on n'a encore rien vu. George Bush a annoncé l'arrivée de nouveaux renforts dès demain, des unités d'élite appuyées par une myriade d'hélicoptères, des renforts tant attendus et les rotations qui amènent vivres et médicaments à des survivants épuisés. Reportage sur place, Pascal Golomer, Tristan Lebras. Cette fois, le dispositif est en place. Cela fait 2 jours que les hélicoptères militaires opèrent un va-et-vient continu sur l'aéroport de la Nouvelle-Orléans pour amener les habitants évacués des quartiers toujours sous les eaux. C'est là qu'arrivent aussi les autobus venus des différents points de la ville où des milliers de personnes avaient trouvé refuge. Une opération d'évacuation entièrement sous le contrôle de l'armée américaine. Une armée qui, après la panique des premiers jours, redouble d'efforts pour peaufiner son image. Si vous tentez d'embarquer avec des armes, vous irez en prison, d'accord? Alors soyez sûr de vous en débarrasser avant d'embarquer. La foule des réfugiés, elle, songe déjà à la prochaine étape. Ceux-là partent par avion pour San Antonio, au Texas. Peu importe la destination, le plus dur, c'est d'avoir à quitter sa maison sans savoir quand on va rentrer. Après, qu'on aille à Houston, Memphis ou San Antonio, ça nous est égal. Dans le hall d'à côté, on a regroupé les malades, les handicapés, les pensionnaires des maisons de retraite. Un mini-hôpital de campagne où les patients ne sont censés rester que quelques heures avant d'être dirigés vers différents hôpitaux, en Louisiane ou dans les États voisins, par ambulance ou par avion. Donald Rumsfeld est venu ce matin, presque à l'improviste, visiter l'aéroport. Beaucoup plus calme qu'hier. Seuls quelques malades sont encore là. Mais l'essentiel n'est pas là pour le secrétaire à la Défense. Il veut avant tout prouver que l'armée a désormais la situation bien en main. Qu'on se le dise, l'opération évacuation est désormais un succès. Je comprends la frustration des gens, mais pour moi cette opération est un succès incroyable. Au bout de quelques jours, l'aéroport est à nouveau opérationnel et on a évacué des milliers de gens. Cette évacuation n'est que l'une des nombreuses missions confiées à l'armée américaine. Avec l'arrivée de milliers d'hommes prévus dans les prochaines heures, c'est elle qui assurera la sécurité dans une ville désormais vidée de ses habitants. Et ce sont ces ingénieurs qui superviseront la délicate opération de pompage de l'eau.
Et on le voit, les évacuations donc se poursuivent à la Nouvelle-Orléans alors que le nombre de victimes reste très approximatif. Il faudra attendre que l'eau baisse pour dresser des premières listes. La Nouvelle-Orléans, où des évacuations massives ont eu lieu avec un objectif à terme, vider entièrement la ville de ses habitants. Mais pour l'heure, ce sont des réfugiés traumatisés et sans abri qui partent désespérément à la recherche de leurs proches. Gilles Rabine. Parce qu'il possédait un bateau, il a eu la vie sauve. Mais depuis 3 jours, il cherche sa sœur. Tout est parti. C'est là qu'elle habitait. Ceux-là, s'ils ont survécu, c'est vraiment un miracle. Ils sont restés sans secours, sans soins, sans nourriture pendant plus de 6 jours, assis là, trop vieux pour bouger, sans qu'on les aide. Priez le Seigneur. Merci, merci Jésus. Merci la garde nationale. J'ai l'impression de revenir du Vietnam ou d'Irak. Les gens mouraient ici, des enfants, des vieux qui tombaient d'un coup et qui mouraient. J'ai déjà perdu un bébé. C'était il y a 1 an. Je sais comment ça fait, je sais comment ça arrive. Regardez comment il est, il ne se réveille pas. Enfin, ils sont là, les sauveteurs que les rescapés ont attendus en vain pendant 6 jours et 6 nuits. Des milliers de sinistrés sont regroupés au Texas, voisin. C'est ma petite fille de 3 ans, je n'ai plus qu'elle. Et puis dans cette tragédie, il y a des petits miracles. Oh mon Dieu, je t'ai cherché partout, partout. Oh mon Dieu. C'est une armée de gueux que l'Amérique voit débarquer et elle n'en croit ni ses yeux, ni ses oreilles. J'étais au 4e étage de l'hôpital lorsqu'un sniper a tiré dans la fenêtre juste au-dessus de moi. Il y avait des éclats de verre partout, les balles sifflaient. Nous étions tous terrorisés. Le plus grand pont aérien intérieur de l'histoire des États-Unis tourne maintenant à plein régime. Pourtant, tout est loin d'être réglé. Il n'y a qu'une seule grue. Une seule. Regardez ça. Une seule petite grue. Les 3/4 de la ville restent sous l'eau et il y a encore des naufragés du cyclone à secourir. À la Nouvelle-Orléans, par petits groupes, des sinistrés errent dans la ville, tentent de survivre et de s'organiser dans des quartiers totalement dévastés. Ils cherchent de l'aide alors que l'insécurité reste une préoccupation majeure, comme le montre ce reportage de nos envoyés spéciaux Frédéric Rota et Olivier Robert. Des rues et des maisons désertes, une ville fantôme. Avant le passage de l'ouragan, vivaient ici près de 2 millions d'habitants. Aujourd'hui, ils ne sont qu'une poignée à être restés par choix ou parce qu'ils n'avaient aucun moyen de s'enfuir. Toute la journée, je m'assois à mon balcon, adossé au mur. Et pourquoi vous n'êtes pas parti? Ben, je ne sais pas où aller. Vous savez, j'habite ici depuis des années. Chaque jour, leur activité principale consiste à traverser la ville avec un chariot de supermarché à la recherche d'eau et de nourriture apportée par les militaires. À tous les coins de rue, les restes des marchandises pillées dans les magasins. Avant l'arrivée des secours, la ville était en pleine anarchie. Ah oui, j'en ai vu des tas de pillages. Partout dans la ville, les gens prenaient ce dont ils avaient besoin. Et un peu plus même. C'était vraiment le chaos. Ça a duré à peu près 3 jours. Il n'y avait aucune sécurité, il n'y avait aucune police. On était effrayés. Aujourd'hui, le nombre d'agressions et de crimes a nettement baissé, notamment depuis l'instauration d'un couvre-feu. À partir de 18 h, la Nouvelle-Orléans est bouclée. Il est impossible, sans autorisation, d'y entrer ou d'en sortir. L'essentiel de la population est composé de militaires, de sauveteurs et bien sûr de pompiers chargés des opérations de pompage de l'eau. Un maigre réconfort pour cette petite fille qui, depuis plusieurs jours, n'a aucune nouvelle de sa maman. Je ne sais pas quel est mon avenir. Je ne sais pas quel est leur avenir. Mais que ce soit pour moi ou que ce soit pour les autres, je ne pensais pas qu'une chose pareille puisse un jour arriver. La présence de nombreux militaires et de policiers sécurise un peu plus les rares habitants, mais l'absence d'électricité les plonge dans un stress permanent.
Nous retrouvons Laurent Moussi en direct de Washington. George Bush a annoncé qu'il allait retourner demain sur les lieux du désastre. Peut-être est-ce une façon pour le président américain de s'impliquer davantage et peut-être d'éviter une tempête politique dans le pays? Vous savez, Béatrice, ici, il y a plusieurs polémiques à plusieurs niveaux. Au niveau local d'abord, où les autorités des États, Louisiane, Alabama, Mississippi, ont été critiquées parce qu'ils n'avaient pas pris la mesure de la catastrophe annoncée malgré les alertes de la météo. Des autorités des États qui, une fois le cyclone passé, ont été totalement débordées par le nombre de victimes, par les exactions, par les pillages, par le nombre, par la violence de l'eau, etc., et qui ont fait appel aux autorités fédérales. Les autorités fédérales, c'est le gouvernement. Et là aussi, la gestion de la crise a été critiquée et est toujours critiquée. Il y a d'abord George Bush qui prend 2 jours de vacances supplémentaires avant de venir sur les lieux du drame. Il y a l'armée dont les renforts ont été très longs à arriver. Il y a l'argent, 10 milliards de dollars votés il y a quelques jours par le Congrès, alors que selon les experts, il en faudrait 10 fois plus. Tout ça fait un peu désordre et George Bush, pour empêcher les critiques, a envoyé aujourd'hui 2 de ses plus proches collaborateurs, Condoleezza Rice et Ronald Rumsfeld, dans le Sud. Alors aujourd'hui, les choses vont mieux sur le terrain, même si évidemment on ne connaît pas encore le nombre des victimes. L'Amérique a réagi, mais elle a aussi découvert une certaine vulnérabilité. Des images dignes du tiers-monde, l'obligation de demander de l'aide à l'Union européenne et à l'OTAN, tout ça, ça n'est pas l'image que veut donner d'elle la première puissance mondiale. Après les attentats du 11 septembre, cette catastrophe, la catastrophe de cette semaine, qui effectivement, elle est naturelle, montre aux Américains qu'ils sont une nation comme les autres, et ça, pour eux, c'est nouveau. Merci Laurent Boussier. Vous l'avez dit, le président américain qui a demandé officiellement aujourd'hui une aide d'urgence à l'Union européenne avec notamment des couvertures de l'eau et 500 000 rations alimentaires. La Croix-Rouge française, pour sa part, envoie du personnel pour prêter main forte au secours avec le départ aujourd'hui d'une vingtaine de spécialistes. Et puis concernant la Croix-Rouge, on retiendrait cet appel de George Bush aux Américains: donnez de l'argent, donnez du temps, donnez votre sang pour aider votre pays. Autre ouragan qui a déjà balayé l'île de Taïwan, le typhon Talim a touché l'est de la Chine, des pluies torrentielles provoquant inondations et glissements de terrain. Des centaines de milliers de personnes ont été évacuées. Le bilan provisoire fait état de 59 morts. Enfin, au Japon, un puissant typhon s'approche du sud du pays. On parle de vagues de près de 10 mètres. Il est attendu sur la principale île d'Okinawa ce soir. Des vents pour l'instant de plus de 160 km/h. En France, des nouvelles très rassurantes du patient Jacques Chirac, hospitalisé pour une petite semaine au Val-de-Grâce. Son état est très satisfaisant selon ses médecins. L'épouse du président de la République s'est rendue ce matin à son chevet, pas de déclaration. L'agitation est quelque peu retombée. Gilles Leclerc, vous êtes en direct du Val-de-Grâce et l'on sait un peu mieux désormais comment se sont déroulés les événements depuis vendredi soir. Oui, d'autant que l'Élysée a laissé filtrer quelques informations aujourd'hui quant au déroulement des faits. Donc nous sommes vendredi fin d'après-midi. Le président de la République, vous avez vu les images hier, reçoit les ambassadeurs accrédités de la République d'Andorre au palais de l'Élysée. Jusque-là, pas de souci. Un peu plus tard dans la soirée, Jacques Chirac se plaint de maux de tête et d'un certain trouble de la vision. Il consulte à ce moment-là le médecin attaché à la présidence de la République qui décide que ça n'est pas grave, mais par prudence, il décide tout de même de faire quelques examens complémentaires ici à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris. Et à ce moment-là, Jacques Chirac ne se doute sans doute pas qu'il va rester un petit peu plus longtemps que prévu à l'hôpital. Et donc on décide à ce moment-là de faire quelques examens complémentaires et c'est seulement au vu des résultats, c'est-à-dire le samedi matin, c'est-à-dire hier matin, que donc on décide de communiquer puisqu'à ce moment-là, eh bien, il n'y a pas de caractère alarmant, il n'y a pas de caractère évolutif en tout cas de l'accident vasculaire du président de la République. Donc en milieu de matinée samedi, on décide de communiquer évidemment avec l'accord du président de la République et de l'Élysée. Voilà donc pour cette communication. Et d'ailleurs quelques minutes plus tard, le chef de l'État lui-même prend son téléphone et appelle Dominique de Villepin qui se trouve à La Baule, à l'université d'été des jeunes de l'UMP. Dernière indication, Béatrice, l'Élysée indique ce soir que certes il n'y a pas eu de communication publique pendant une dizaine d'heures, mais que tout ça est normal et que
tout état de cause, comme il l'avait déclaré en 1995, Jacques Chirac joue pleinement la transparence quant à son état de santé, comme il l'avait dit quand il s'est installé à l'Élysée en 1995. Merci Gilles Leclerc de ces précisions. Dominique de Villepin, quant à lui, on l'a dit, présidera exceptionnellement le Conseil des ministres mercredi prochain. Et au plan politique, invité de nos confrères RTL Le Figaro, il a par ailleurs écarté le jeu des pronostics hors de proportion sur un troisième mandat de Jacques Chirac. Nous écoutons le Premier ministre. Un pépin de santé, vous pouvez l'avoir, et j'ai vu combien de témoignages dans la classe politique, vous pouvez l'avoir à 35 ans, vous pouvez avoir un double pontage à 50 ans, et vous pouvez avoir un léger problème de vision à 70 ans. Donc je crois qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de spéculer sur les choses. Il s'agit pour le président de la République, partant de cet incident, de se rétablir rapidement. Et pour ce qui est des spéculations politiques, je sais qu'elles vont bon train, je les trouve pour ma part tout à fait hors de proportion et pour tout dire déconnecté de la réalité d'aujourd'hui. Ceci nous amène au président de l'UMP qui n'a jamais caché ses ambitions pour 2007. Nicolas Sarkozy à la Baule prononçait à la mi-journée un discours-programme devant les militants, une stratégie de rupture. Un Nicolas Sarkozy très déterminé. Rien ni personne ne m'empêchera d'aller au bout, dit-il. Michael Darmon, Laurent Desbois. Il a passé une partie de la nuit à fredonner des chansons françaises avec son ami Didier Barbelivien. Mais pour son entrée sous le chapiteau, Nicolas Sarkozy a donné la consigne, pas de musique, juste les acclamations. Depuis 10 jours, il écrit ce discours d'une méthode qui veut rassembler autrement, qui veut rompre avec la politique portée par Jacques Chirac et Dominique de Villepin. La réussite, la promotion sociale ne sont pas un dû que chacun peut réclamer en faisant la queue au guichet. La réussite et la promotion sociale, c'est mieux qu'un dû, c'est un droit, mais un droit que l'on mérite à la sueur de son front. Voilà le message républicain. Mais surtout, Nicolas Sarkozy place un nouveau rouage dans sa stratégie. Il officialise la concurrence au sein du parti pour 2007. Considérez, il n'y a pas de candidat autodésigné ou obligé, je veux parler de moi. Il y aura une concurrence saine, loyale, je l'espère de qualité. À la Baule, on a vu ce week-end le prototype du Sarkozy 2005, un alliage de puissance politique et de fragilité personnelle. Son entourage ne le lâche pas d'une semelle, protège et stimule son champion. Et Nicolas Sarkozy lui-même a évoqué les effets politiques de la crise que traverse sa vie privée. J'ai pu en outre mesurer la dureté de certaines attaques et l'impudeur de certaines attitudes. Mais j'en fais le serment devant vous. Rien, vraiment rien. Personne, vraiment personne, ne m'empêchera d'aller jusqu'au bout de la mission que vous m'avez fixée. Et au-delà des idées et des formules, ce serment de détermination, eh bien le message de Nicolas Sarkozy en cette rentrée, un message directement adressé à ses adversaires au sein de la droite. L'actualité judiciaire avec l'ouverture demain à Poitiers du procès d'une dizaine de personnes, 9 hommes et une femme, accusés d'avoir organisé en 2002 un trafic de cocaïne entre la Colombie et la France. La marchandise était acheminée par voilier, par vedette rapide. Selon la justice, la filière semblait très organisée. François Privat, Philippe Ritten. 333 kilos de cocaïne récupérés en février 2002 sur la côte vendéenne, à proximité de cette vedette, échouée sur une plage. Les gendarmes viennent alors de découvrir un trafic en provenance de Colombie. C'est à bord de ce voilier que la marchandise a traversé l'Atlantique. Le voilier est parti vraisemblablement des Antilles, qu'il a donc traversé l'Atlantique et que la vedette est ensuite venue à sa rencontre pour récupérer la cargaison. 2 jours plus tard, plusieurs individus cagoulés tentent de récupérer la marchandise en attaquant la gendarmerie des Sables-d'Olonne. Ils prennent une gendarmette en otage, mais repartent sans la cargaison cachée ailleurs par les autorités. Ils forcent la chambre forte à l'aide d'un pied de biche, pensant que les stupéfiants étaient cachés là. 8 hommes et une femme sont finalement interpellés. Mais le chef et organisateur présumé de la filière et probablement plusieurs autres individus courent toujours. Ce qui explique les précautions extrêmes en matière de sécurité prises à Poitiers. Pour cette session de la cour d'assises spéciale, des vitres blindées isoleront les accusés du reste de la salle d'audience. On ne peut pas s'empêcher de croire qu'ils peuvent être relativement dangereux.
Et puis on ne peut oublier également que d'autres qui ne sont pas encore identifiés et sont sans doute en liberté n'ont pas hésité à attaquer une gendarmerie. Ce procès va tenter de mettre en évidence l'existence d'une filière très organisée, qui aurait donc à plusieurs reprises acheminé d'importantes quantités de cocaïne d'origine colombienne vers la France. Vendredi dernier, 12 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école, un vendredi pour se remettre dans le bain, mais c'est demain que les choses sérieuses commencent. Pour cette année scolaire, voici ce qui va changer, les nouveautés de la rentrée avec Mallory Aounou. Allons, enfants de la patrie, la rentrée est arrivée et cette année, plus question d'ignorer la Marseillaise. Les écoliers devront désormais apprendre l'histoire de l'hymne national, mais aussi ses paroles, dans le cadre du cours d'éducation civique. Deuxième nouveauté rescapée de la loi Fillon pour cette rentrée 2005, l'apprentissage d'une langue étrangère dès le CE2. Non. Mr. Sam. L'objectif est de généraliser une première langue en CE1 et une deuxième en 5e d'ici 2007. Quant aux élèves de terminale, ils suivront les cours de langue en groupes allégés en attendant le dédoublement des classes. Enfin, ce qui change pour les professeurs, ce sont les remplacements de courte durée. Les enseignants devront reprendre les classes de leurs collègues si ceux-ci sont absents moins de 15 jours, même s'ils n'enseignent pas la même matière, d'où leur inquiétude. En fait, le décret ne précise pas si un professeur de mathématiques improvisera les cours de français. Jusqu'en janvier 2006, en tout cas, ces remplacements s'effectueront sur la base du volontariat. Une autre rentrée scolaire, celle-ci dans la douleur et le traumatisme à Beslan en Russie. Les élèves de l'école numéro 1 où a eu lieu la terrible prise d'otage. Ces élèves survivants miraculés vont tenter avec courage d'aller en cours. Les souvenirs sont encore si présents. L'école rouvre ses portes, une école reconstruite que va réintégrer cette professeure, otage elle-même il y a un an des terroristes avec ses 2 enfants. 2 n'ont pas survécu. Reportage Anne Pensinet, Xavier Luizet. Nadège est en deuil. Elle pleure ses 2 enfants perdus, Vera et Boris, 12 et 14 ans. Professeur d'histoire dans l'école numéro 1, Nadège était otage avec eux. Sa fille aînée est morte dans ses bras. Seule la Benjamine a survécu. Mais Nadège n'est pas seulement en deuil. Toujours professeure à l'école numéro 1, elle milite pour que le nouvel établissement conserve le nom de l'école martyre. Certains auraient voulu que ce nom disparaisse avec les 330 victimes. Nous sommes vivants. Qu'on le veuille ou non, plus de 600 élèves de notre école ont survécu. Chez elle, Nadège conserve ce qu'elle a pu récupérer dans son bureau dévasté. Des cartes trouées par les tirs, mais qu'elle a bien l'intention de réparer et de réutiliser. Comme prévu avant la mort des enfants, elle refait l'appartement. Il n'y a pas d'autre choix que de vivre. Il ne faut pas se laisser aller à sa douleur. À vrai dire, je ne me sens pas très vivante. Mais je suis bien obligée de vivre pour tous ceux qui ont besoin de moi. La petite a besoin de moi. Demain, c'est la rentrée. Comme 50 collègues survivants de la prise d'otage, Nadège reprendra le chemin de l'école dans un établissement neuf, hanté par les souvenirs, mais plein de vie. En Allemagne, à 2 semaines des élections législatives, a lieu ce soir le grand débat télévisé qui opposera Gerhard Schröder à celle qui pourrait bien le remplacer, la chrétienne démocrate Angela Merkel. Un débat retransmis sur les 4 grandes chaînes de télévision, un duel télévisé que regarderont sans doute des milliers d'Allemands, un combat de la dernière chance pour le chancelier, donner ses vrais favoris dans ce genre d'exercice, mais qui part avec un énorme retard dans les sondages. Jérôme Bonny, Pierre Bouchez. Angie, comme dans la chanson des Stones, jingle de sa campagne, c'est le petit nom de la candidate de droite Angela Merkel que tous ses partisans voient déjà à la chancellerie. Une femme à la tête du gouvernement allemand, ce serait une première dans l'histoire du pays et une satisfaction pour son parrain en politique, l'ancien chancelier Helmut Kohl, qu'il appelait dans les années 90 sa gamine. Depuis, elle a fait un long chemin, un peu chahuté ces derniers temps, par les militants d'extrême gauche qui perturbent chacun de ses meetings et font tout pour casser son image. Mais le service d'ordre chrétien-démocrate ne se laisse pas déborder.
Angie est créditée dans les sondages de 12 points d'avance sur les sociodémocrates. J'aime elle parce qu'elle est jeune et elle est très véritable. Le chancelier contre-attaque auprès des électrices en posant bien entouré au congrès des sociodémocrates. Près de la moitié de ses ministres, 6 sur 13, sont des femmes. Gerhard Schröder dénonce un programme de droite qui veut donner plus de marge de manœuvre aux entreprises sur le marché du travail. Madame Merkel et ses alliés libéraux nous proposent une société froide, non solidaire et inhumaine. Après le 18 septembre, réplique celle qui veut prendre sa place, M. Schröder n'aura plus aucun rôle à jouer dans son propre parti. La prochaine étape de ce parcours volontaire d'Angela Merkel vers la chancellerie, ce sera ce dimanche soir, lorsqu'elle affrontera le chancelier Schröder dans un débat télévisé qui sera suivi par 15 millions d'Allemands. Environnement avec cette conférence sur les grands singes, conférence qui commence demain à Kinshasa. 23 pays réunis pour tenter de sauver ces animaux menacés d'extinction rapide. La mainmise de l'homme sur les cultures, les forêts, les domaines naturels des grands singes fait courir d'incroyables risques à cette espèce animale qui nous ressemble tant. Agnès Monteux. Ce gorille défend son territoire. Un territoire de plus en plus petit. Pour lui et sa famille, jamais la menace d'extinction n'a été aussi précise. Gorilles, chimpanzés ou orang-outans, d'ici 30 ans, ces animaux si familiers n'existeront plus en liberté si rien n'est fait. Principal problème, la déforestation incessante qui grignote toutes les forêts tropicales. Voilà les territoires où vivent aujourd'hui les derniers grands singes. Dans 30 ans, il n'en restera plus que des miettes. Second problème, les trafics d'animaux. En Afrique, dans les coins les plus pauvres, on les tue tout simplement pour manger un peu de viande. Mais c'est en Asie, là où vit l'orang-outan, que les grands singes disparaîtront en premier. De 50 000 à 100 000 il y a 20 ans, ils ne sont plus aujourd'hui que 4 à 7 000. Les orang-outans sont extrêmement mignons, ils sont extrêmement placides, doux, et les jeunes orang-outans ont des tranques d'amour, il faut dire les choses comme elles sont, et ils font l'objet d'énormes trafics en ce qui concerne le commerce illégal des animaux, qui, je le rappelle, est le 3e trafic le plus important au monde après la drogue et les armes. À partir de demain, les représentants des 23 pays où vivent ces grands singes se réuniront à Kinshasa pour tenter de trouver des solutions. Sauver les grands singes, cela signifie sauver leur habitat, les forêts tropicales. C'est aussi sauver l'espèce animale la plus proche de l'espèce humaine. Des images qui rappellent celles du Grand Bleu avec à Villefranche-sur-Mer ce championnat du monde individuel d'apnée en poids constant. Un record, descendre à 105 mètres de profondeur. Laurence Deleur, Nils Brunelli. La rade de Villefranche-sur-Mer est encore endormie. Il est 7 heures du matin. Le moment pour ces nageurs d'affronter les profondeurs de la mer et de tester leurs limites. Les athlètes vont descendre le long de cette corde. Ils plongent en apnée, restant près de 4 minutes sous l'eau pour les plus forts. Et tout cela à l'aide de palmes uniquement. Le but pour ces hommes, non pas forcément aller le plus profondément possible, mais respecter la performance qu'ils se sont fixée et qu'ils peuvent atteindre sans risquer leur vie. Contrôle vidéo, plongeurs scaphandriers, tout est fait pour assurer une sécurité maximum. Mais certains veulent aller trop loin et frôlent la catastrophe. Attendez. Le masque. On le met là-bas, il sort. Une petite claque. Ok. Ce n'est pas le jour J d'une compétition où on va annoncer son maximum. On doit toujours annoncer une performance qu'on maîtrise. C'est la base, la première règle de sécurité, c'est que l'apnéiste soit maître de lui-même. Les gens ne sont pas là pour sauver les apnéistes de leur folie. En quelques années pourtant, les apnéistes ont explosé les records. Aujourd'hui, 4 d'entre eux tentent de franchir la barre des 100 mètres. Le Vénézuélien Carlos Coste revient de 105 mètres de profondeur, savourer sa victoire. Il y a 50 ans, les médecins affirmaient qu'aucun humain ne pouvait survivre en dessous de 60 mètres.
Aujourd'hui, plus personne ne se risquerait à dire où ces nageurs arrêteront leur flirt avec la mort. Football, mission accomplie pour les Bleus avec la victoire 3-0 hier face aux îles Féroé. Rappelant que ce match comptait pour la qualification des Bleus pour la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Mais tout reste à faire. Les tricolores doivent impérativement gagner contre l'Irlande mercredi prochain. Manuel Tissier, André Germain. Un dimanche au soleil avec les 3 points de la victoire bien au chaud. Ce matin à Lens, les Bleus pouvaient savourer. Contre les îles Féroé, ils ont gagné vite et bien. 3-0, service minimum pour envisager sereinement la suite du programme. On savait qu'on avait 95% de chance de le gagner. Tout dépendait de nous. Et c'est vrai qu'une fois qu'on met les premiers buts et que le match est gagné, inconsciemment on pense au match de mercredi. En moins de 20 minutes, l'équipe de France hier soir s'est mise à l'abri d'une mauvaise surprise. Un but de Cissé, puis un tir détourné par Jorgensen dans ses propres filets. 2-0. C'est le bon côté des Bleus. Mais Cissé attendra le dernier quart d'heure pour réaliser le doublé. Entre-temps, contre les semi-amateurs des îles Féroé, Vieira, Malouda ou Henry ont manqué une demi-douzaine d'occasions très franches. Et ce ne sera pas aussi simple dans 3 jours à London Road. Les Féroé, c'est pas l'Irlande. Donc on ne peut pas comparer ces matchs-là. Et souvent, les joueurs se mettent au niveau des équipes qui vont rencontrer. Avec 13 points, les Français sont à égalité avec l'Irlande et la Suisse. Seuls les 2 premiers peuvent espérer se qualifier. Mercredi à Dublin, une défaite serait éliminatoire. Déjà secoués hier soir, les Bleus savent qu'ils n'ont pas fini de souffrir. En Formule 1 au Grand Prix d'Italie, le Colombien Juan Pablo Montoya l'a emporté sur McLaren, devançant l'écurie Renault. En seconde position, l'Espagnol Fernando Alonso a conforté son avance pour le titre mondial. La braderie de Lille, cette année un peu moins de monde, une petite cuvée, peut-être en raison du très beau temps qui a attiré les touristes plutôt vers les plages que devant les étals. Reste que les moules frites demeurent une valeur sûre. Frédéric Vian, Dominique Mas. À ma gauche, une célèbre brasserie du centre-ville, spécialité les moules. À ma droite, une autre célèbre brasserie du centre-ville, spécialité les moules aussi. Et entre les deux, une véritable guerre, impitoyable, immémoriale. Qui a devant sa porte, à la fin de la braderie, le plus gros tas de coquilles et donc la plus grosse clientèle, verdict par les intéressés eux-mêmes. Nous dirons que c'est la chicorée, c'est normal, j'y travaille. De loin? Peut-être pas, mais on va les battre. De bouche à oreille, il paraît que, en tout cas, si c'est pas le plus gros, c'est certainement le plus beau. Ah ben c'est depuis toujours, hein, le fameux tas de moules devant la porte sur le trottoir, c'est vraiment issu de ce restaurant. Je veux dire, c'est le commencement des tas de moules, c'est devant la porte du restaurant aux moules, dans les années 30, 35, on ne sait pas trop quoi. Bref, les clients, eux, s'intéressent finalement assez peu à la question, car ils savent bien que ce sont ceux qui en parlent le moins, qui en mangent le plus. Elles sont fraîches, mes poissons sont fraîches. Quant à la braderie en elle-même, il faut désormais bien la chercher au milieu des vendeurs de boissons, de chaussures et d'ustensiles divers. Mais à condition de connaître les bons endroits, le véritable vide-grenier se dégote encore, et c'est évidemment là que se font les meilleures affaires. Si on se balade dans les petites ruelles, on rencontre des gens du coin ou des gens qui font des kilomètres pour s'installer ici et qui vendent leurs affaires. Là, on a trouvé des prie-dieu de l'église, donc voilà, mais tout ça, c'est dans les petites ruelles et pas sur les grands axes. Ce soir à minuit, la braderie sera déjà terminée et il n'en restera plus que des vestiges pas forcément ragoûtants. Les rues calmes ont même souvent tendance à se transformer en urinoir, mais les Lillois habitant au rez-de-chaussée avaient cette année pris leurs précautions. Cinéma avec la Mostra de Venise, un événement très attendu hier soir, la projection hors compétition de Casanova, une réalisation hollywoodienne tournée entièrement dans la Cité des Doges, un Casanova qui s'amuse de son image, loin de la réalité historique. Marie-Jo Jouan, Didier Dahan. Ces canaux, inchangés depuis sa naissance en 1725, il les a empruntés, poursuivis par des maris jaloux. Pas un palais, pas un couvent qui ne porte les traces de son passage. Le pont des Soupirs, il l'a traversé pour rejoindre la prison des Plombs, dont il réussit à s'échapper. Casanova, le libertin le plus célèbre de l'histoire de Venise, revient hanter la Mostra. Une production Disney, tournée entièrement dans la Cité des Doges, une comédie légère et rebondissante, où Casanova trouve enfin le grand, le vrai amour, dont on se doute qu'il n'a pas vraiment existé dans la grande histoire. Le vrai Casanova est un scientifique, un poète, un musicien.
Il avait tellement de talent. Notre Casanova est, disons, un peu plus limité. Car l'histoire du vrai Casanova est un peu plus complexe, comme ses liens francs-maçons qui lui assurèrent une certaine impunité. Casanova est surtout le personnage emblématique d'un état d'esprit et d'un mode de vie à Venise au XVIIIe siècle. Ses mémoires, écrites en français, n'ont cessé d'inspirer les cinéastes. Cette version, réalisée par un Suédois, joué par un Australien, rend Casanova très actuel. Je crois que dans chaque homme, il y a un peu de Casanova. Casanova, c'est une merveille d'homme. Ce n'était pas Don Juan. Don Juan séduisait les femmes et le matin au réveil, il n'en avait plus rien à faire. Casanova, lui, était amoureux, à chaque fois. Et pour célébrer le bel amoureux aux centaines de femmes, Venise a retrouvé le temps d'une fête au Palais des Doges, le faste qui fit sa réputation dans le monde. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo Nathalie Rioué. 20h50, la nouvelle saison d'urgence. Minuit, le journal de la nuit, présenté par Laurence Piquet. Demain, dès 6h30, Télématin. Dans les cas de vérité, Françoise Laborde recevra le professeur Bernard Debré. À 13h, l'arrivée d'Élise Lucet, qui prend les commandes du journal de la mi-journée. À 20h, vous retrouverez David Pujadas. Excellente fin de soirée sur France 2.